Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Après des regrets exprimés il y a de cela 2 ans pour les blessures de la colonisation, le roi Philippe est en RDC où il a remis un masque emporté du temps de la colonisation et évoqué un passé délicat avec Kinshasa. Au Nigeria, le candidat du All Progressive Congress pour la présidentielle de 2023 est connu. Il s'agit d'Ahmed Bola Tinubu. Il a été élu à la suite d'une primaire organisée à Abuja. 3,2 milliards de dollars, c'est ce que le secteur privé devrait investir en Amérique centrale pour améliorer l'économie et lutter contre la migration. L'annonce a été faite au sommet des Amériques par la vice-présidente Kamala Harris. Et puis nous parlerons des belles affaires du tourisme à Marrakech où les activités reprennent progressivement après de longues années de restrictions dues à la pandémie de Covid-19. Au Nigeria, le All Progressive Congress, APC au pouvoir, a élu Bola Tinubu comme son candidat à la présidentielle de l'année prochaine. Plus de 2300 délégués membres du parti au pouvoir étaient réunis depuis hier à Eagle Square à Abuja, où le parti organisait sa primaire en vue de désigner son candidat pour la présidentielle de 2023. Faisons le point avec Gilbert Tamba, notre correspondant sur place. Ils étaient plus de 2000 délégués venus des 36 États du pays et réunis à Abuja pour choisir le candidat du parti pour l'élection présidentielle de février 2023. C'est l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, Ahmed Bola Tinubu, qui a été choisi candidat du parti avec plus de 1000 voix contre 316 voix pour l'ancien ministre des Transports, Rotimi Amechi. 235 voix pour le vice-président actuel du pays, Yemi Osinbajo. Pour sa part, le principal parti d'opposition, le PDP, a désigné la semaine dernière l'ancien vice-président Atiku Abubakar comme son candidat à l'élection présidentielle de février prochain. Le président nigérien Muhammadu Buhari n'a pas soutenu un candidat pour lui succéder. Il lui est constitutionnellement interdit de briguer un autre mandat et devra transmettre le pouvoir à son successeur en mai 2023, après 2 mandats à la tête du Nigeria. Les gouverneurs élus sur la plateforme du All Progressive Congress, APC du Nord, ont fait pression pour qu'un candidat du Sud majoritairement chrétien succède à Muhammadu Buhari, un musulman du Nord du Nigeria. Cela en conformité avec un accord non écrit de rotation du pouvoir entre le Nord majoritairement musulman et le Sud majoritairement chrétien. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Le roi Philippe de Belgique a remis aujourd'hui à la République démocratique du Congo un masque emporté du temps de la colonisation et décoré un ancien combattant de l'ex-Congo belge au 2e jour d'une visite dense en évocation du passé et du délicat travail de réconciliation entre Bruxelles et Kinshasa. Le point avec Jacques Aristide. Belge et son épouse, la reine Mathilde, sont arrivés hier après-midi à Kinshasa pour un périple de 6 jours en RDC à l'invitation du président Félix Tshisekedi, la première depuis celle qu'avait effectuée son père, Albert II, en 2010. Le roi est venu d'abord dans le cadre de l'institution de la danse du héros national Lumumba de façon officielle. La tournée revêt une forte portée symbolique. Il y a 2 ans, le roi Philippe avait exprimé ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation, une première historique. Il avait alors regretté les actes de violence et de cruauté commis à l'époque où son ancêtre Léopold II avait fait du Congo sa propriété personnelle. Certains Congolais veulent y voir le début d'un nouveau partenariat
quand d'autres réclament encore excuses et réparations pour les souffrances endurées et les pillages des richesses de la RDC. Ce sont des relations diplomatiques qui se sont encore réouvertes. Vous savez, ça fait plusieurs années que ces relations ont été rompues à cause de la mauvaise politique de nos prédécesseurs. Mais maintenant que la politique a été renouvelée par l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous, membres du parti politique présidentiel, nous en sommes contents et nous savons que la venue aussi du roi Philippe pourra apporter quelque chose sur le plan diplomatique. La deuxième journée du voyage royal a débuté au mémorial aux anciens combattants où le souverain a décerné une décoration au dernier ancien combattant congolais encore en vie de la force publique belge ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Le caporal Albert Kouniyoukou, qui vient de fêter ses 100 ans, avait été enrôlé en 1940 et a fait partie du contingent militaire d'appui médical envoyé en Birmanie en 1945. La CEDEAO dit regretter que la junte malienne n'ait pas attendu la fin de négociations avec elle pour fixer la durée de la transition. Cependant, l'organisation ouest-africaine ne ferme pas la porte au dialogue et a indiqué mardi soir prendre acte du décret signé par le colonel Assimi Goïta fixant à 2 ans la durée de la transition. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, va cependant poursuivre les échanges avec les autorités maliennes pour parvenir à un chronogramme mutuellement acceptable. Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a laissé entendre que ce décret est une preuve très éloquente de la volonté de dialogue des autorités de Bamako. Après la confirmation du rejet de leur liste titulaire par le Conseil constitutionnel, la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi a décidé d'investir la place de la nation pour appeler à la résistance. Cette manifestation, rejetée une première fois la semaine passée, a finalement été autorisée ce jour par le préfet de Dakar au Sénégal. Les Sénégalais ont répondu massivement. Voici le reportage de Sedina Abagué. Les images sont de Serigne Saliou Dem. À Dakar, l'opposition réunie autour de la coalition Yewwi Askan Wi a appelé à manifester ce mercredi 8 juin et les populations ont répondu massivement. Certains d'entre eux sont venus pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons patriotiques et certains pour des raisons économiques et sociales. Ces différents citoyens donnent leur avis sur cette manifestation et leur présence. Le pays va mal, mon pays va mal. Les retraités vivent très mal. Encore, nos enfants et nos petits-enfants ne sont pas vraiment au top pour vivre correctement. Nous, les retraités de l'armée, et encore, moi je suis le secrétaire général de l'association des chauffeurs routiers du Sénégal. Les chauffeurs vivent mal. Je suis venu à cette manifestation parce qu'il s'agit d'un combat patriotique. Je ne suis pas partisan du parti PASTEF. Je ne suis pas partisan de Tahaou Dakar. Je ne suis ni d'aucun parti. Mais j'ai senti que présentement, là, avec la flambée des prix, j'ai senti qu'il y a l'insécurité. Donc je me suis dit qu'en tant que citoyen à part entière, j'ai le droit et le devoir même de venir marcher, rien que pour la postérité. Parce que nous ne pouvons plus permettre maintenant que ce que, par exemple, nos prédécesseurs ont eu à vivre, que nous le laissons maintenant que la jeune génération ait à vivre ça. Les leaders de l'opposition sont certes venus tardivement, mais les populations n'ont pas daigné quitter les lieux. Et c'est donc une manifestation à laquelle ont pris part le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et surtout l'un des principaux leaders de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Ce dernier qui juge le rejet de leur liste par le Conseil constitutionnel arbitraire. Il dit que c'est une forfaiture et qu'il va falloir que les populations les accompagnent dans cette lutte. Pour beaucoup de Sénégalais, le pays a certes des problèmes politiques, mais le plus grave se trouve dans la situation socio-économique due notamment à la guerre en Ukraine. Le prix du supercarburant a augmenté, le prix de plusieurs denrées de première nécessité également a augmenté. Et pour eux, il est temps que l'État réponde à leurs préoccupations. Seydina Abagué pour VOA Afrique, Dakar. Je suis Asma Botby-Clark à Durban pour VOA Afrique.
Également dans l'actualité ce soir ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'adresse aujourd'hui au 9e sommet des Amériques qui se tient à Los Angeles en Californie. Le locataire de la Maison-Blanche tente de reconquérir une région où l'influence de la Chine progresse nettement. Le sommet aborde des sujets comme l'économie, la santé, le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la migration. Washington a déjà annoncé hier un plan de 100 millions de dollars pour former 500 000 professionnels de la santé en Amérique latine sur 5 ans et 1,9 milliard de dollars pour soutenir la création d'emplois et décourager les départs de migrants vers les États-Unis. Selon la presse américaine, Biden et les autres dirigeants devraient aussi signer vendredi une déclaration sur la migration. Toujours à propos du sommet des Amériques, la vice-présidente Kamala Harris a annoncé 3,2 milliards de dollars d'investissement du secteur privé en Amérique centrale dans le cadre d'un effort visant à améliorer l'économie et lutter contre la migration à grande échelle. C'est un reportage de Mike O'Sullivan à Los Angeles, un récit de Dili Diko. Lors d'une rencontre avec des chefs d'entreprise et des femmes entrepreneurs, Kamala Harris a déclaré que l'effort d'aide cible les femmes grâce à l'expansion des services Internet, des systèmes de paiement numérique et d'autres mesures au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Elle s'est exprimée mardi, la veille de l'ouverture officielle du sommet des Amériques par le président Joe Biden à Los Angeles. Une vision tournée vers l'avenir pour la région nécessite de comprendre que les femmes sont des moteurs de la croissance économique. Mais cette réunion des chefs d'État de l'hémisphère occidental s'est embourbée dans la controverse. Les États-Unis, pays hôtes, ont exclu Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, affirmant que ce sommet doit être celui de nations démocratiques. Le président du Mexique a alors choisi de ne pas assister au sommet, ainsi que plusieurs autres dirigeants de la région. Dans un journal mardi, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a accusé les États-Unis de faire 2 poids 2 mesures, affirmant que Washington traite avec des dirigeants non démocratiques quand il le veut. Mais il a assuré que les 2 nations maintiennent le dialogue. Je dirais que notre relation bilatérale avec les États-Unis est très bonne, elle est très vaste et c'est une relation bien définie. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a reçu une invitation du président américain Joe Biden pour se rendre à Washington en juillet. Une visite au cours de laquelle il dit que les 2 dirigeants discuteront de questions d'intérêt commun, y compris la migration. C'est un problème auquel Kamala Harris a été invitée à répondre. Elle a effectué 2 courts voyages en Amérique latine. Selon Gaspar Rivera Salgado, directeur du Centre d'études mexicaines de UCLA, c'est un bon début, mais il faut plus d'engagement. Nous avons besoin d'une action plus directe dans ce sens. Je pense donc que le sommet pourrait être le début. Il pourrait être le début d'un changement de priorité dans les Amériques. Les administrations américaines récentes n'ont pas accordé suffisamment d'attention à l'Amérique latine, estime un ancien ambassadeur américain au Venezuela. Ça a vraiment commencé sous l'administration Obama, puis plus vocalement sous l'administration Trump, alors que les dirigeants américains ont commencé à réévaluer publiquement ce que notre rôle dans le monde devrait être. Je pense que l'Amérique latine a souvent été laissée de côté. Il ajoute que malgré les controverses, ce sommet offre à l'administration Biden une chance d'inverser la tendance. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment du tourisme à Marrakech, au Maroc. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité
Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. La ville de Marrakech au Maroc respire à nouveau dans cette vitrine touristique du royaume chérifien. Au pied du Haut Atlas, les activités touristiques reprennent progressivement après 2 longues années de restrictions dues à la pandémie de Covid-19. Une situation dévastatrice pour un secteur qui pesait près de 7% dans le PIB marocain en 2019. Plus de détails avec Blanche Sanon. Les touristes et les commerçants se réjouissent de leur retour sur la place Djama El Fna de Marrakech, capitale du tourisme marocain, asphyxiée par 2 années de crise. Les terrasses de café sont bondées, les boutiques de souvenirs et de mobilier traditionnel, toujours prisés par les touristes, ne désemplissent plus. Après l'ouverture des aéroports, le boulot commence à marcher et les commerçants travaillent. Chaque magasin ici nourrit presque 6 familles. Grâce à Dieu, les choses bougent. Pour le mois de juin, les ruelles exiguës de l'ancienne Médina de Marrakech grouillent de monde. Surnommée la ville ocre en référence à sa couleur rouge, la plupart de ses maisons et bâtiments sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On se réjouit d'avoir les frontières ouvertes. On commence à travailler parce que on a souffert assez et on a souffert beaucoup. On commence à aider notre famille maintenant et ça reprend doucement, doucement. Seulement 3,7 millions de touristes étrangers ont visité le Maroc en 2021 contre 13 millions en 2019 selon des statistiques officielles du ministère du Tourisme marocain. Après l'ouverture des frontières maritimes et aériennes, le tourisme s'est relancé et nous souhaitons tout le bien pour ce pays et c'est pour cela qu'il nous faut préserver nos traditions et notre patrimoine et surtout la ville de Marrakech qui est considérée comme le noyau touristique du Maroc. Pour faire face au marasme, le gouvernement a lancé en début d'année un plan de soutien au tourisme de 2 milliards de dirhams, soit 190 millions d'euros au profit des professionnels du secteur touristique. Selon le ministère du Tourisme, le Maroc a encaissé un peu plus de 34 milliards de dirhams, soit 3,2 milliards d'euros de recettes touristiques en 2021, 2 fois moins qu'en 2019. Artiste écologique et engagé, l'Ivoirien Mounou Désiré Kofi redonne vie aux vieux téléphones portables en les recyclant en œuvres d'art colorées. Il expose dans la capitale économique de son pays natal, Abidjan, jusqu'en juillet. Suivant ce reportage de Jenny Niwa. Une fresque de clavier de téléphone mobile, un objet tranchant, et Mounou Désiré est prêt à laisser s'exprimer son imagination. Ce jeune artiste ivoirien a décidé de recueillir des objets abandonnés par la société pour des téléphones plus modernes, plus tendance, afin de leur redonner un nouveau souffle. Le recyclage, pourquoi? Parce que je ne voulais pas limiter mon travail uniquement qu'à la peinture, au volet maîtrise de peinture et tout, m'exprimer simplement comme ça. Je voulais juste apporter quelque chose de nouveau. Après avoir été diplômé de l'école d'art d'Abidjan, Kofi s'est lancé à la quête de vieux téléphones en parcourant les rues et les dépotoirs de sa ville. Ces jours-ci, il n'a plus besoin de le faire car il a toute une équipe pour l'aider. Plus ils en rapportent, mieux ils seront payés. Et dans un pays qui trie à peine ses déchets, Kofi espère changer les mentalités en sensibilisant au recyclage. Déjà, le fait de récupérer les vieux téléphones, donner une seconde vie à ces déchets-là, il se dit, en fait, c'est des choses qu'on a jetées, en fait, qui ne marchent plus, qui n'ont plus de vie, que la personne a récupéré pour faire ça. Donc, c'est-à-dire que nos poubelles, nos déchets, ça peut apporter quelque chose. Les claviers collectés sont assemblés par ses couturières, sous l'œil attentif de Kofi, le cerveau artistique qui imagine de nouveaux designs. L'une de ses dernières séries, La vie ici, fait le portrait du quotidien des Abidjanais.
Certaines de ces pièces se vendent jusqu'à 1 500 $. Le jeune homme de 28 ans a attiré l'attention du monde de l'art. Après des expositions au Maroc, en Belgique et en France, sa dernière exposition se déroule ici, chez lui. Faire quelque chose d'utile pour l'humanité, c'est toujours encourageant. Et rendre cela joli et conscientiser surtout, ça c'est encore meilleur. En plus, les supports sont novateurs puisqu'ils travaillent aussi sur des supports qui sont en ruine en fait. Ils redonnent vie aux supports et ça apporte un plus encore à l'art contemporain africain. On pourrait dire de Mounou Désiré Kofi qu'il est devenu un artiste du recyclage. Autre jeune, autre mission. À Mogadiscio, un groupe de jeunes cinéastes espère faire connaître leur vision au monde entier. C'est un reportage d'Abdul Kadir Zoubeir. Le récit est de Rosine Mounezero. Il y a du suspense dans les rues de la capitale somalienne et parfois il est fabriqué par de jeunes cinéastes en herbe. Le son est faux, mais l'ambition est réelle lorsqu'il s'agit de vidéos d'action courtes comme Kiano, le mot somali pour signifier tromperie. Nos films sont regardés par de nombreux Somaliens. J'aimerais que nos films atteignent tous les continents, y compris l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique, et aussi que nos films soient comparés à ceux d'Hollywood. C'est Saïd Ibrahim qui forme Somali United avec ses frères Hamza et Hanad et son cousin Mohamed Abdirahman. L'équipe de tournage amateur de Mogadiscio produit jusqu'à 3 vidéos d'action ou comiques par mois. Leur chaîne YouTube compte plus de 22 000 abonnés. Certaines de leurs vidéos, également publiées sur Facebook, ont été vues jusqu'à 300 000 fois. La plupart de leurs fans sont d'autres jeunes. J'admire la plupart de leurs courts-métrages, y compris ceux de comédie et d'action. Mais surtout, j'aime les films d'action. On ne peut pas croire qu'ils sont en train de jouer. Les membres de Somali United n'ont aucune expérience d'acteur en dehors de leurs propres vidéos qu'ils ont commencé à réaliser en 2017. Ils sont maintenant adolescents ou au début de la vingtaine. Les 4 jeunes hommes imaginent une intrigue pour chaque vidéo mais n'écrivent pas de scénario, préférant improviser. Ils tiennent les rôles principaux mais attribuent également des rôles à d'autres membres de la famille et à des amis. Mohamed Abdirahman, le cousin, apparaît souvent devant la caméra, mais son rôle principal est celui de caméraman. Oubliez les équipements haut de gamme, il travaille avec 1 ou 2 caméras de smartphone. C'est un peu difficile vu que nous enregistrons avec une caméra mobile. Parfois, nous utilisons 2 pour enregistrer. Le problème auquel nous sommes confrontés est de répéter la scène constamment. Une vidéo de 5 minutes peut nécessiter jusqu'à 8 heures de production, étant donné la nécessité de revoir constamment les scènes pour le contrôle de la qualité. La production se fait au rabais, mais ils peuvent gagner jusqu'à 300 $ par mois grâce à leurs vidéos sur YouTube. Aucun d'entre eux n'a un emploi régulier, ce qui n'est pas surprenant dans un endroit où, selon la Banque mondiale, environ un tiers des adolescents et des jeunes adultes sont au chômage. Malgré sa riche tradition narrative, la Somalie n'a pas d'école de cinéma ou de centre cinématographique. Mais en septembre 2021, l'élégant théâtre national de Mogadiscio a projeté son premier film en 3 décennies. Aujourd'hui, les membres de Somali United espèrent que leur travail se retrouvera un jour sur le grand écran du théâtre. Au Soudan, les tribus Beja comptent 4,5 millions de membres, soit un habitant sur 10. Mais leur région est l'une des plus pauvres du pays. Ils disent être marginalisés. Pour y faire face, certains artistes et musiciens ont choisi leur art comme moyen de lutte. Les détails dans ce reportage commenté par Mohamedou Oumfa. Le musicien soudanais Noureddin Jaber est originaire du peuple Beja, un groupe de bergers et d'éleveurs nomades. Ici dans un studio d'Omdurman, ville jumelle de la capitale Khartoum, il dirige une séance de répétition de son groupe d'Orpa, qui signifie le groupe des montagnes, en langue bédaoui. Jaber se dit fier de promouvoir la musique de ses ancêtres.
La musique Béja a certainement été marginalisée au Soudan. J'ai amené la musique Béja de Port-Soudan à Khartoum, car nous, les musiciens et les autres membres du groupe, partageons les mêmes opinions et nous sommes réunis pour façonner la musique Béja et la présenter de la bonne manière. Entouré d'un bassiste, d'un saxophoniste, d'un guitariste et de 2 percussionnistes, le musicien de 47 ans vit enfin son rêve d'enfant, faire rayonner cette musique, partie des reliefs arides et escarpés qui bordent la mer Rouge. Une vision partagée par les membres de son groupe. Notre vision et nos objectifs principaux sont de promouvoir la musique Béja afin qu'elle ne disparaisse pas au fil des ans dans les années à venir. Nous aimerions également l'introduire en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Au Soudan, déplore M. Jaber, les Béja ont toujours été marginalisés. Selon de nombreux Béja, leur région est l'une des plus pauvres, alors même qu'elle est le poumon économique du pays. Son sous-sol regorge d'or et ses ports sur la mer Rouge, dont Port-Soudan voit transiter la quasi-totalité des importations du pays et une bonne part du commerce du Tchad, de l'Éthiopie et de la République centrafricaine. De quoi motiver davantage les membres du groupe. J'ai voulu participer parce que la tribu Béja est similaire à nos tribus du nord Darfour. Elle est aussi sur la touche. La tribu Béja est extrêmement marginalisée et ils ont un riche patrimoine similaire à celui du Darfour. Pour les Béja, c'est aussi parce qu'ils sont issus d'ethnies non arabes qu'ils ont été marginalisés, particulièrement pendant les 30 années de l'ex-président Omar el-Béchir. Les Béja ont même à une époque pris les armes contre Béchir avant de rejoindre en 2019 les manifestations qui l'ont fait chuter. Mais le départ de Béchir n'a pas mis fin à leur souffrance. M. Jaber, lui, a choisi son arme. Avec la musique, dit-il, il peut faire voyager la parole des Béja. Et pour clore ce journal, restons dans la culture pour parler d'Ossam Gamal. En utilisant la lumière du soleil, du sable et des œufs, entre autres matériaux inhabituels, cet Égyptien crée des portraits de personnalités célèbres de manière captivante. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour l'amour de l'art, a déclaré l'homme de 32 ans alors qu'il se tenait au soleil avec une loupe pour brûler du bois sous la forme d'une œuvre d'art représentant Marilyn Monroe. Ailleurs, il a dessiné sur des cartons mis dans un ordre aléatoire pour ensuite les réarranger et révéler un portrait du personnage fictif Jack Sparrow, incarné par l'acteur américain Johnny Depp. Gamal dit pratiquer son art comme un hobby. Bien qu'il travaille pour une entreprise d'infrastructure, ce sont ses dessins de portraits uniques qui lui procurent de la joie. Je pense qu'il ne faut pas abandonner son passe-temps, car c'est ce qui donne un sens à votre vie, a-t-il ajouté. Gamal a également fait un portrait du footballeur égyptien Mohamed Salah. Et Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.